Partir pour la métropole, une odyssée populaire. 200 000 Français, dans un temps relativement court, 20 ans, ont quitté la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane pour s'installer à Paris, au Havre, à Marseille. Ce qui n'aurait pu être qu'une migration de travail spontanée fut aussi le résultat d'une décision de l'État mise en pratique à partir de 1962. Il s'agissait de favoriser, voire d'organiser, sur le territoire national, un déplacement de population des départements d'outre-mer vers la métropole. Comment cette migration massive, qui a duré jusqu'au début des années 80, s'est-elle déroulée ? Quels étaient les enjeux individuels, économiques et politiques de cet exode ? Ces migrants ont dû se confronter au choc métropolitain, mais ils ont aussi donné naissance à cet homme nouveau, appelé parfois négropolitain. Avoir 20 ans dans l'empire de la canne. L'abolition de l'esclavage a laissé le nouvel affranchi aussi dépendant et à la merci du sucre roi qu'il l'avait été comme esclave. Dans les années 1960, Lucienne, André, Réa ont une vingtaine d'années et font partie du petit peuple. Ils vivent à la campagne ou dans les faubourgs de Pointe-à-Pitre, de Fort-de-France, de Saint-Denis. Les parents d'Éliane, en Guadeloupe, ceux de Pauline, en Martinique, font partie de ces dizaines de milliers d'agriculteurs qui s'épuisent dans les champs de canne, des béquets ou des usines sucrières. À La Réunion, depuis plusieurs générations, la famille de Christian habite sur la terre d'un important propriétaire terrien, un gros blanc. Trop pauvre pour espérer décrocher le certificat d'études, il semble lui non plus ne pas pouvoir échapper au destin de ses parents. Christian partage le vécu d'un grand nombre de Réunionnais de sa génération issus comme lui des couches populaires. C'est toute une jeunesse qui subit les conséquences sociales d'une agriculture archaïque encore dominée par la concentration foncière et la monoculture. Les campagnes n'ont à offrir aux plus pauvres qu'une vie de coupeur de canne, mais pour combien de temps encore ? En Martinique, les profits tirés de la production de sucre et de rhum ne cessent de diminuer. À La Réunion, les usines sucrières commencent à fermer leurs portes. Celle de la rivière du Mât, dans le nord-est de l'île, ferme les siennes dès 1963. Il peut être alors tentant de se tourner vers la ville. Mais pour y faire quoi ? Il n'y a pas d'industrie où s'employer. C'est pourtant à Pointe-à-Pitre que Gitane décide de gagner sa vie comme employé de maison. Un travail harassant, un faible salaire et un horizon professionnel sombre sont des raisons suffisantes pour l'amener à s'interroger sérieusement sur son avenir. À Fort-de-France, la sœur de Pauline, pour 100 francs par mois, doit s'occuper d'une maison de plus de 200 mètres carrés. Cette vie-là, Pauline n'en veut pas. Mais comment faire ? Il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Ce constat est probablement partagé par les jeunes hommes et les jeunes femmes qui s'agglutinent à Trenel, Volga, Texaco, les quartiers pauvres de Fort-de-France. Des jeunes Martiniquais amers face au mur qui semble avoir été construit entre eux et l'espoir d'un avenir meilleur. S'il y a un endroit où tu sues toute l'eau de ton corps, c'est bien dans un champ de canne. Suer eau et sang, avoir la tête qui se fend sous le soleil, trimer dur, ça, c'est la canne. On donne aux travailleurs 4 rangs de canne à couper sur 90 ou 90 mètres. Tu coupes ta distance et ta journée est finie. Eh oui, encore faut-il pouvoir. 90 mètres de canne sur 4 rangs, ça fait 10 à 12 tonnes. Tous n'y arrivaient pas, loin de là. Si tu voulais gagner ta journée, il fallait couper, sans penser à rien d'autre qu'à ne pas te blesser avec ton sabre si bien filé. Les fourmis piquent, connais pas. La pluie te trempe, connais pas. Le soleil te brûle, connais pas. Coupe. Comme presque tous les ouvriers agricoles, Mandada, ma grand-mère, habitait sur les terres du maître. Une case en bois d'une pièce était sa maison. Il n'y avait pas de plancher, juste la terre, avec un grand lit à baldaquin en bois verni. Toutes les petites cases étaient jumelées par 2. Certaines avaient une petite véranda et un plancher, un toit en tôle ondulé, juste une porte et parfois 1 ou 2 fenêtres. Ce petit village était juxtaposé au champ de canne à sucre à la Remerie. Beaucoup plus loin, dominant le village et les champs, se trouvait la maison des maîtres, une famille de béquets. C'était une belle et grande maison coloniale. Très jeune, ma mère avait été la domestique de ces personnes. Je pense qu'en chacun de nous, dans chaque famille antillaise, il y a une rue Cazenègre. Christian. Notre maison comprenait 2 pièces. Le toit était en paille de vétiver
et les murs en bambou tressé. Le sol était de terre battue et pour le rendre bien lisse, mes petites sœurs aspergeaient la terre d'eau. Elles étendaient ensuite des sacs de jute et elles les piétinaient. Maman disait que ça rafraîchissait la maison. La fabrique d'une migration. Le voyage, c'est De Gaulle qui paie. Au milieu des années 1960, employé de maison à Pointe-à-Pitre, Eliane voit dans la rue Nauzière une affiche. La métropole cherche des jeunes qui veulent y travailler. Lorsqu'elle se rend dans les locaux du Bumidum et qu'elle interroge les employés sur le financement du voyage, on lui répond « C'est De Gaulle qui paie ». Cette générosité du président de la République est la pièce maîtresse d'une migration massive des îles vers l'Hexagone. C'est le Bumidum, Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d'outre-mer, qui est chargé de mettre en place ce déplacement de population. Faute d'un véritable projet de développement économique des DOM, cette migration est présentée par les responsables politiques comme la solution à l'excessive expansion démographique. Jusqu'en 1981, le Bumidum encadre le départ vers l'Hexagone de plus de 80 000 Domiens. En 1959, lors d'une visite officielle à La Réunion, aux côtés du président de la République Charles de Gaulle, le Premier ministre, Michel Debré, prend la mesure d'une situation sociale particulièrement tendue. La pauvreté, très importante sur cette île, est même inquiétante, car elle accroît chaque jour les risques d'une révolte populaire. Les partis et organisations autonomistes, portés au début des années 1960 par le Mouvement international de décolonisation, se multiplient. Le Parti communiste réunionnais, fondé par Paul Vergès, qui réclame, dès 1959, le droit pour les Réunionnais de gérer eux-mêmes leurs propres affaires. En Guadeloupe, le GONG, groupement des organisations de la Guadeloupe. En Martinique, l'OJAM, organisation de la jeunesse anticolonialiste de la Martinique. Cette effervescence politique ne risque-t-elle pas de contaminer la jeunesse avec des idées bolcheviques ? Une jeunesse que le Bumidum doit se charger d'éloigner de sa terre volcanique. L'émigration qui vise à enlever définitivement, rappelons-le, les jeunes gens les plus aptes physiquement et intellectuellement pour les installer à 8 000 ou 10 000 km de chez eux, constitue, qu'on le veuille ou non, une véritable entreprise de dévitalisation de ces pays. Pour moi, la France était un rêve. Dans mon quartier de Fort-de-France, je pensais sans cesse à Paris, où j'aurais voulu naître. À l'école, on nous avait appris l'histoire de France, la géographie et la botanique de métropole. Je voulais que mes enfants aient la chance de naître à Paris. Après avoir suivi de solides études de secrétariat de direction, j'ai travaillé chez Rhône Poulenc pour pouvoir me payer le billet sans retour. Mon fiancé avait le même désir que moi. Nous nous sommes mariés à Saint-Denis en 1973. Les 20, 21 et 22 décembre 1959. Un soulèvement populaire, 3 morts, 6 personnes blessées par balles, des dizaines de blessés par jet de pierre, des dégâts matériels importants. Suite à un banal accident de circulation, entre le scooter d'un Martiniquais, Franz Moffa, et la voiture d'un métropolitain, André Baldi, c'est une véritable bataille rangée qui s'engage en ce début de soirée du dimanche 20 décembre 1959 sur la Savane, la place principale de Fort-de-France. L'affrontement oppose, au départ, les témoins de l'accident au CRS venu les disperser. Vers 23h, l'hôtel de l'Europe et le kiosque Bédia sont attaqués à coups de pierre. Ce sont de 500 à 1500 personnes qui, selon le ministère de l'Intérieur, ont pris part au soulèvement. Lors de ces 3 soirées d'émeute, 3 jeunes Martiniquais, Christian Marajo, Edmond Éloi Véronique Dirosil et Julien Betzi, sont tués par les forces de l'ordre. Pourquoi cette explosion de colère et de violence ? Si les autorités de l'époque mettent en cause le Parti communiste martiniquais, selon des historiens, il s'agit d'un gros coup de colère, d'un grand cri de détresse de la jeunesse des quartiers populaires de Fort-de-France qui subit massivement le sous-emploi et le chômage.
Pour repeupler plusieurs départements français tels que la Creuse, la Lozère, qui connaissent un fort exode rural, une immigration spécifique est mise en place par l'État entre 1963 et 1982. Les autorités politiques font venir en métropole des orphelins réunionnais. Sous l'égide de la DAS, et avec le soutien actif de Michel Debré, alors député de l'île de la Réunion et initiateur du Bumidum, une partie de ces enfants est placée au sein de familles rurales. Plus de 2000 mineurs réunionnais sont ainsi transplantés dans l'Hexagone. Certains connaissent des conditions de vie très difficiles et demeurent en foyer. Quant à ceux qui sont adoptés, une partie d'entre eux racontent aujourd'hui les sévices, le travail forcé, les viols et la malnutrition dont ils furent victimes. Le plus grand nombre souffre encore aujourd'hui du déracinement, du racisme, de l'échec scolaire et professionnel. Il aura fallu la plainte engagée en 2002 par Jean-Jacques Martial, un des enfants de la Creuse, pour que cette affaire soit exhumée. Le 18 février 2014, l'Assemblée nationale adopte une résolution proposée par Erika Barex, députée PS de la Réunion, qui reconnaît la responsabilité morale de l'État français dans ce drame. Quant à Georges Pau-Langevin, alors ministre de l'Outre-mer, elle met en place en février 2016 une commission d'information et de recherche historique sur le sujet. Cette histoire est révélatrice des pratiques de l'État postcolonial. Le 1er décembre 2020, 70 d'entre eux se sont rendus pour la première fois à La Réunion avec un groupe d'experts, membres de cette commission, de juristes, de conférenciers et d'universitaires. Un premier pas vers un travail de mémoire et de réconciliation. Le paquebot Empire Windrush arrive en juin 1948 à Tilbury, un port à l'embouchure de la Tamise, en amont de Londres. Ce sont environ 500 immigrés originaires de Trinidad et Tobago et de la Jamaïque qui débarquent dans la métropole britannique. Ces travailleurs caribéens espèrent une vie meilleure dans une Angleterre qui a besoin de bras pour se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. Des besoins dans les services publics tels que la National Health Service, le système de santé publique. Ce premier transport de travailleurs caribéens donne naissance à la génération Windrush, soit les hommes et les femmes originaires des Caraïbes qui s'installèrent en Grande-Bretagne jusqu'en 1971. Après cette date, les conditions d'installation au Royaume-Uni se durcirent. À notre arrivée à l'aéroport d'Orly, des gens du Bumidum nous ont accueillis. Ils nous ont amenés en car à 60 km de Paris, au centre de Crouy-sous-Rourcq. Réa et sa promotion doivent y faire pendant quelques semaines un stage d'adaptation à la vie en métropole. Elle est ensuite placée chez des personnes âgées pour s'occuper des courses, du ménage. Après ce stage, on m'a donné 150 francs et le numéro de téléphone de la dame chez qui je devais commencer à travailler comme employée de maison. C'est une de ses copines, la secrétaire de Chirac à la mairie de Paris, qui lui avait parlé du Bumidum. Marcel, un facteur des PTT à la retraite, se rappelle. Jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai vécu à La Réunion où j'étais peintre au pistolet. Je suis passé par le Bumidum, j'ai fait des tests pour être orienté dans mon secteur professionnel. Tout a été réglé en 3 mois. Les tests et le départ en bateau. C'était en 1965. Ce départ, je m'en rappellerai toute ma vie. Le jour de mon arrivée au centre FPA d'Angoulême, on m'a dit que le stage de peinture au pistolet était arrêté depuis la veille. On m'a alors balancé dans la maçonnerie. Balancé, c'est bien le mot. C'est l'impression que j'en ai toujours gardée, même après toutes ces années en France. Sans réelle formation non plus à la fin du stage de Crouy-sous-Rourcq, Eliane commence à travailler dans une maison de retraite à Villemoisson-sur-Orge dans l'Essonne. En 1972, 6 ans après son arrivée à Paris, elle obtient son diplôme d'aide-soignante. Elle poursuit sa carrière dans une assistance publique qui doit faire face à une crise de recrutement à cause des conditions de travail difficiles dans des hôpitaux souvent vétustes et des salaires peu attractifs. Dans une enquête du Figaro publiée en avril 1963, la question est posée. Comment s'étonner de la crise de recrutement quand on songe qu'un agent des services hospitaliers gagne actuellement un salaire inférieur à celui d'une femme de ménage? La main-d'œuvre des DOM est ainsi chargée de pallier le manque de personnel dans des hôpitaux affamés d'agents hospitaliers, d'aides-soignantes. La Cerda est une réunionnaise arrivée en France dans les années 60. La dame qui vient de l'embaucher comme employée de maison écrit un courrier au service du Bumidum. Vous nous aviez aimablement reçu la semaine dernière et confié la Cerda. Je vous renvoie son contrat que je vous prie de trouver ci-joint.
Je suis jusqu'à maintenant tout à fait contente. Elle est douce, pleine de bonne volonté et vive pour une Africaine. Dans une enquête Sofres de 1973 sur l'image des Domiens au sein de la population française, on peut lire ces lignes. L'éloignement, la race, le mode de vie des habitants des DOM font que, spontanément, la plupart des interviewés assimilent les habitants des DOM à des étrangers et ceux qui travaillent en France à des travailleurs immigrés. Le sentiment de solidarité nationale n'existe pas et la citoyenneté française des habitants des DOM n'est, pour beaucoup de métropolitains interrogés, qu'un artifice juridique. Joseph, la transplantation est chose grave. Pour une plante, on prend garde de sauvegarder les racines. L'homme antillais serait-il moins qu'une plante ? On n'a pas choisi librement de quitter nos îles. Quand je réponds à une annonce pour trouver un emploi, j'ai toujours, en premier lieu, une réponse favorable, car mon nom est de consonance française. Dès que je passe le cap de l'entretien, c'est beaucoup plus difficile. Je suis noir avant d'être antillais. Quant au contrôle policier, je n'en parle même pas. À Brixton, dans le sud de Londres, éclate le samedi 11 avril 1981 une violente émeute qui devrait durer plusieurs jours. Elle provoque d'immenses incendies et suscite des affrontements très durs entre la police et les jeunes, qui appartiennent surtout à la communauté noire. Cette émeute est une réaction à la pauvreté, au racisme et plus spécifiquement aux arrestations et violences policières qui touchent de façon disproportionnée les Noirs. Ces derniers sont les premières cibles d'une police qui peut interpeller toute personne suspecte, présumée voleuse, ayant l'intention de commettre un délit. En 1975, 30 000 personnes sont ainsi arrêtées, dont la moitié sont noires. Non au Bumidum. À bas la traite des nègres. À bas le colonialisme aux Antilles. Nous voulons retourner chez nous. Revendication écrite sur les murs des bureaux parisiens du Bumidum saccagés en mai 1968. La légèreté avec laquelle le Bumidum semble s'être occupé de la formation des migrants a toujours suscité des interrogations, des doutes, voire de la colère chez une partie d'entre eux. En août 1971, le centre de formation de Crouy-sur-Ourcq est occupé par un groupe de travailleurs antillo-guyanais qui demandent le droit à une formation authentique. Ces critiques sont confirmées dans un rapport de la Cour des comptes qui pointe en 1990 la qualité médiocre de la formation professionnelle dispensée dans les centres du Bumidum. Le collectif des chrétiens pour l'autodétermination des Dom-Tom organise à Paris en 1975 un colloque sur l'émigration des Domiens et en publie les interventions sous le titre « La traite silencieuse ». Vous avez dit négropolitain ? Loin de sa terre natale, les associations et soirées antillaises peuvent aider à vivre son identité de Guadeloupéen, de Martiniquais. Mais les années font leur œuvre. Comment ne pas se souvenir de ces immigrés revenus en Guadeloupe pour les vacances, dans les années 1980, habillés en touristes, avec la chemise à cocotier achetée chez Tati. Ils devenaient des étrangers sur leurs îles, des négropolitains, comme les appelaient déjà ceux restés au pays. Pauline, arrivée en France en 1979, a voulu jouer à fond la carte de l'assimilation. Dans l'éducation qu'elle donne à son premier enfant, le créole est banni. Ce qui vient de la Martinique n'est pas véritablement valorisé. Je voulais faire de mon premier fils un vrai petit français. Ça a été une catastrophe. Aujourd'hui encore, il est celui de mes enfants qui est le plus mal dans sa peau. Avec mes autres enfants, j'ai beaucoup parlé de la Martinique. J'ai parlé de notre langue, ça se passe mieux. Mais quand ils étaient en Martinique, pour les vacances, ils finissaient toujours par me demander « Quand est-ce qu'on rentre chez nous ?» Être originaire du Sénégal, de Martinique, des Comores, de Sarcelles ou de Saint-Denis n'a plus de sens. On est tous blacks. Seule l'ascendance commune, c'est-à-dire l'Afrique, est importante. On se retrouve sur les terrains de basket ou dans les concerts de rap ou de raga. Il n'y a pas de problème entre nous. On vit la même galère. Les problèmes à l'école et la méfiance des adultes alimentés par les médias. Je suis rentré au pays il y a quelques années, mais j'ai longtemps vécu dans le nord de la France. Je faisais de la boxe thaïlandaise et j'ai rencontré des mecs louches dans le milieu, crois-moi.
Depuis mon retour ici, j'ai un peu de mal. Ce n'est pas ma mentalité. J'étais infirmière en France et je suis rentrée pour ma retraite. Pendant des années, j'ai fait construire ma maison petit à petit. Et aujourd'hui, mon plaisir, c'est de jardiner. Ma fille est morte récemment. C'est un peu tout ce qui me reste avec son chien. Je me souviens du temps où j'ai vécu à Paris. C'est là que j'ai rencontré ta mère. On se baladait souvent à Montmartre et à Pigalle avec ton oncle Michel. Des fois, je me dis que nous n'aurions jamais dû rentrer en Guadeloupe. Du moins, pas si tôt. Ici et là-bas, revendicatifs et solidaires, les Antillais se sont mobilisés depuis une vingtaine d'années pour faire inscrire le passé colonial esclavagiste de notre pays à l'agenda des grands débats de société. Ce combat s'inscrit dans tous ceux qu'ils ont menés pour faire valoir leurs droits, notamment la reconnaissance d'une identité culturelle à part entière. Depuis plus de 50 ans, l'émigration des natifs des DOM fait l'objet d'une politique volontariste de l'État. Aujourd'hui, cette émigration se poursuit, mais elle a changé de profil pour répondre aux nouveaux besoins métropolitains et aux aspirations des jeunes. Parmi ces derniers, on trouve désormais de nombreux cadres, ingénieurs, médecins, architectes, avocats. Au fil du temps, beaucoup ont fait souche sur cette terre hexagonale, tout en gardant des liens étroits avec leur terre natale. D'autres sont rentrés passer leurs vieux jours dans leur île, non sans difficulté. Ici et là-bas, les Outre-mer sont un vivier d'artistes. La culture caraïbéenne et réunionnaise particulièrement vivace, notamment dans les domaines de la musique, de la littérature et des arts plastiques, a enrichi celle de la société française. Toutefois, les revendications des négropolitains restent fortes. Manifestations, pétitions, rassemblements, appels des élus sont utilisés pour exiger l'égalité réelle avec les autres citoyens français et la continuité territoriale. Les enjeux défendus par les associations comme le CREFORM ou le Comité de la Marche du 23 mai 1998 comportent souvent une dimension identitaire, comme la lutte contre les discriminations ou la mémoire de l'esclavage colonial. Aujourd'hui, près de 700 000 Domiens vivent dans l'Hexagone, qu'on appelle désormais le 5e Dôme.